Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 février. Comme nous l'avons annoncé hier, j'aimerais vous annoncer l'agenda de la présidente pour cette semaine. Demain, donc, la présidente présidera la réunion du collège. Puis vendredi, elle participera à la vidéoconférence des dirigeants du G7. Et enfin, vendredi soir, elle prononcera un discours à la conférence de Munich sur la sécurité, également par vidéoconférence. Puis, je voudrais également vous donner les points à l'agenda du collège de demain. Donc demain, le collège adoptera une communication en vue de la prochaine étape de la lutte contre le virus pour préparer l'Europe à la menace accrue des variants de la Covid-19. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la présidente, Madame Ursula von der Leyen, viendra ici en salle de presse pour le compte-rendu du collège, ensemble avec les commissaires Stella Kyriakides et Thierry Breton, et pour vous présenter cette proposition. Le collège discutera également d'un plan d'action sur les synergies entre les industries civiles, spatiales et de la défense. Celui-ci vous sera présenté par la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager et le commissaire Thierry Breton lors d'une conférence de presse lundi prochain, le 22 février. Il y aura aussi une discussion sur le réexamen de la politique commerciale de l'Union européenne qui sera adoptée par procédure écrite jeudi. Donc jeudi, nous aurons d'abord un briefing technique et ensuite une conférence de presse avec le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis sur ce dossier. Et enfin, le collège devrait adopter demain une communication conjointe de la Commission et du haut représentant relative au renforcement de la contribution de l'UE au multilatéralisme fondé sur des règles. Et maintenant, je donne la parole à Adalbert qui a une annonce sur un déplacement de la commissaire, Madame Ylva Johansson. Merci, Eric. On Thursday, Commissioner Johansson will travel to Bosnia and Herzegovina and Albania to discuss the cooperation with both countries on migration and our partner countries' migration management systems. As you might remember, last December, to address an emergency situation in the Lipa camp, the EU supported the setting up of provisional shelter, as well as providing warm clothing, blankets, food, and medical support. In Bosnia and Herzegovina, the Commissioner will meet with local and regional authorities and will visit the Lipa camp together with representatives from the Ministry of Security, as well as IOM, other UN agencies and partners. In Albania, she will meet with the President of the Republic, the Prime Minister, the Minister of Interior, as well as the leader of the opposition. She will hold a press conference with the Prime Minister on Saturday morning, which will be available on EBS+. Thank you very much, Adalbert. Before moving to your questions, let me remind you that we're organizing a technical briefing today at 2 p.m. on the coordination of measures restricting the freedom of movement. We will kindly ask you, therefore, to save your questions on this topic for that briefing. Finally, allow me to remind you that today, Executive Vice President Valdis Dombrovskis, Commissioners Johannes Hahn, Paolo Gentiloni, Jutta Urpilainen, and Marie McGuinness are representing the Commission at the Economic and Financial Affairs Council, which is currently ongoing. The ECOFIN will exchange views on the priorities of national recovery and resilience plans, discuss the next generation EU borrowing strategy, receive an update on the national ratifications of the own resources decision, and discuss the guidelines for the EU budget for 2022. Ministers will also exchange views on how to promote EU Global Recovery Initiative and EU Global Recovery Initiative to respond to challenges among developing and low-income countries to finance their recoveries. Executive Vice President Dombrovskis will take part in the press conference which follows the meeting at around 2 p.m. So I invite you to direct any questions you may have on the economic portfolio to that press conference as usual. And with this, we are ready for your questions, and I pass the floor to Samuel. Bonjour Eric, une question sur les livraisons de vaccins pour commencer. J'aimerais savoir si la compagnie Moderna vous a informé de problèmes dans la livraison pour ce mois-ci. Et si c'est le cas, j'aimerais savoir combien de doses en moins ne seront pas livrées et à quel moment la compagnie
estime qu'elle pourra combler le retard. Merci. Une question pour Viviane, en l'absence de Stéphane cette semaine. Bonjour. Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes avec Moderna, c'est effectivement une des compagnies avec lesquelles nous avons le contrat qui est approuvé et le travail qui continue. Pour le moment, nous avons été annoncés quelques délais pour les deliveries, pour les livraisons, en mois de février, qui seront récapitulés, réservés en mois de mars. Pour la question plus précise, pour les nouvelles plus récentes, je dois vérifier ça avec nos collègues qui sont en contact régulier avec Moderna et revenir. Merci. Merci, Viviane. D'autres questions pour nous sur les aspects santé? Merci de ne garder votre main levée que si c'est sur ce sujet. Mose, you have a question on health-related issues. About the communication tomorrow on the battle against new variants of the virus. And as we know, I mean, the Health Commissioner Kyriakides announced, or said a few days ago that the Commission intends to try to speed up the authorization process of vaccines against the variants if they've already been approved before. And that's, of course, good news. But I would like to ask you if the Commission is aware of that, let's say, the present vaccines, Pfizer and Moderna, which is now being, let's say, deployed in all the member states, that it might have a limited, let's say, lifespan or validity against the virus. All of the Pfizer, I think, didn't guarantee that it would be effective for a certain time. And as know, for example, in Israel, which has already been vaccinating up to 40% of its population, their vaccine certificates are only valid for half a year. And I don't know if that is because we don't know how effective they are in the long run, or because we anyway have to vaccinate ourselves against a third time against the new variants. So my question is this a problem which the Commission, together with EMA, is considering, and how will that affect, let's say, the numbers of vaccines which need to be audited and delivered to the member states? Thank you. Thank you very much, Mose. Well, indeed, I think this is one of the dimensions that we will be able to discuss tomorrow. The whole point, indeed, is that we know that the situation as regards the virus evolves and will continue to evolve. And that indeed it is important that we prepare for the possible appearance of new variants. Some have already appeared, others may appear. And indeed, for the possibility that there could be a need to further vaccinate people at a certain point in time in order to continue or to strengthen their immunity against the virus. These are all questions that are obviously constantly under analysis and review, and the EU's policies to face this evolving situation will continue to adapt. So I think that tomorrow the Commission, in discussing and adopting this communication, will take into account the elements that you have mentioned now. Are there other questions for us on health-related issues? Natalia. Sorry, it's not on health. I forgot to not raise the hand. Okay. So I see that Verena has a question in the chat. I have a technical problem, but would like to ask, can you confirm reports that the Commission is negotiating with Moderna on acquisition of 150 million additional doses, please?
Thanks, fair enough. As usual, we do not comment in detail on ongoing negotiations. Sorry for that, Verena. Okay, I see no further questions on health today, so Natalia, we come back to you. Thank you. Natalia. Go ahead. Now? Yes. Do you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, good. Yeah, my question is on the detention this morning at a university in Lleida of a singer who has been sentenced to jail on charges of glorifying terrorism and insulting the king. I wanted to know if the Commission is worried about such a detention and what it means for freedom of expression of artists. Thank you. Thank you, Natalia. A question for Christian. Yes, thank you for your question, Natalia. The Commission does not comment on national judicial proceedings in our member states, so this is a matter for the Spanish justice system. Thank you. Are there other questions for Christian on rule of law related issues? That does not seem to be the case. Thank you very much. So we move to other issues. Momchil. Hello, good afternoon. My question is to Peter. Well, today there are two news from Russia. First one, the prosecutor demanded fine of almost 1 million rubles against Mr. Navalny for defamation of war veteran. My question is, does the European Commission has the Commission comment about that matter, and has the Commission followed the today's hearing? Second news, today in the Third Court of Cassation in St. Petersburg rejected the appeal of Mr. Yuri Dmitriev, who is investigating the Stalin crime, and it means that at least for now remains his 13-year sentence. Did the EU follow this case today, and if so, how? Peter. Thank you, Momchil. Indeed, I take it from the end. So yes, we were following. The European diplomats were present at the hearing of Mr. Dmitriev. You know that we are following his case very closely, not only by attending the individual hearings in his case, but also reacting when necessary, and we issued few statements on this in the past. Your two other questions on Mr. Navalny, I'm not going to comment on what prosecutor is asking in the case of, in the defamation case of Mr. Navalny, but it doesn't change anything on our position that we are calling for immediate unconditional release of Mr. Navalny, because the charges brought up against him we consider as politically motivated, and this was communicated very often from our side to the Russian partners and to the media over the last few days and weeks. So there is no change on European position when it comes to the treatment of Mr. Navalny, who, let's not forget, was a victim of attempted assassination with chemical agent. This attempted assassination is still not being investigated in Russia. So this is the priority where the Russian authorities should concentrate and focus their energies and solve it as soon as possible instead of harassing Mr. Navalny. The European Union, the member states, will be discussing this issue and other issues in the very complex range of our relations with Russia during the upcoming Foreign Affairs Council next Monday, so we can revert to all these issues after the discussions of the member states. Thank you very much. Momchil, you have a follow-up. Does the Commission have a comment about today's decision of the Court of Cassation in Petersburg? Well, as I said, on the case of Mr. Dmitriev, we were already
pronouncing our views, and after the hearing today is completed and the procedures are completed, of course we will make an assessment and react as appropriate. But we said very, very clearly in the past that, again, the treatment of Mr. Dmitriev is unacceptable, and we called for his release as well. Thank you. Other questions on Russia for Peter? Please only keep your hand raised if your question is on Russia. Marta. Marta, you have the floor. Sorry, I didn't want to ask for Russia. I have another question. Okay, then hold on. Because there were other people before you, so I see no other questions for Peter on Russia. So we go back to Odile on foreign affairs. Huh? We stay on foreign affairs. Odile. Le haut représentant au sujet du débat sur le Myanmar, il a indiqué entre autres la possibilité de sanctions, mais aussi la possibilité de voir ce qu'on pouvait faire pour l'assistance au développement. Disons que les chiffres qui m'ont été communiqués entre 2014 et 2020, il y a déjà 688 millions d'euros qui ont été assignés au Myanmar. Mais je vois que le Development Assistance des États-Unis a décidé de rediriger 42 millions de dollars afin de soutenir les jeunes et les moins jeunes qui sont dans la rue en ce moment. Et ça fait plus de 15 jours, donc ça doit être un peu difficile. Est-ce que vous envisagez également de rediriger une partie de l'assistance au développement de l'Union européenne vis-à-vis de tous ces manifestants pour aider la transition démocratique qui s'exprime dans la rue en ce moment, avec les blindés à côté en plus. Merci. Merci Odile. Une question pour Nabila. Oui, bonjour Odile, merci pour ta question. Comme je l'avais dit à plusieurs reprises, le représentant aussi l'a répété lors de son débat au Parlement européen, toutes les options sont ouvertes. Pour ce qui est de l'aide au développement, je pense que je vais laisser Anna répondre plus précisément, mais nous sommes en train de revoir le processus de programmation qui avait commencé sur la base des priorités identifiées par la Commission. Alors, si Anna veut revenir vers toi ou en bilatéral éventuellement sur plus précisément. Anna va rajouter quelque chose sur le podium. Odile, tu m'entends? Oui. Donc, merci pour la question, Odile. Comme Nabila l'a très bien exprimé, nous sommes en train de réviser toutes nos activités de coopération avec le Myanmar. Et on est en train de faire tout cela, bien sûr, en coordination avec les États membres et d'autres partenaires. On continue à donner le maximum support possible et appui possible au peuple du Myanmar. Et tu as mentionné le chiffre de ce qui a été alloué en termes de coopération pour Myanmar dans les passés MFF 2014-2020. J'aimerais juste te préciser un petit peu, je me suis sûre que tu sais déjà, qu'en fait, la plupart de l'apport est en fait dirigé dans des secteurs qui sont absolument clés pour la population. Et on est en train de parler, par exemple, de l'éducation, de le développement rural, de la nutrition, mais aussi de les activités de peace building et aussi, bien sûr, d'appui à la gouvernance en Myanmar.
Et concernant la programmation dans les années à venir, je n'ai pas trop d'ajouter à ce que déjà Nabil a expliqué, qu'on est en train de faire la pre-programming. Comme tu sais très bien, l'instrument d'ICI n'est pas toujours adopté formellement par les deux institutions, mais on est déjà en train d'identifier la programmation sur la base des priorités qui ont été déjà un petit peu fixées par la Commission européenne. Merci beaucoup, Anna. Je ne vois pas d'autres questions pour nous aujourd'hui sur les aspects relations extérieures. Et donc, je reviens vers Marta qui voulait aborder un autre sujet. Marta. Gracias. For this month and a half of Sorry, Marta, post-Brexit. could you start again because you started speaking before having pushed the button, so we missed the beginning of your question. Go ahead. You hear me now? Yeah, go ahead. Absolutely. Yeah, I want to ask for the economic balance sheet for this month and a half of post-Brexit in exports, how it's working, the relations with the UK, and also about the Northern Ireland issues. Marta, that is both a very precise, specific question and a very, very wide question, which unfortunately we cannot answer here in the context of the midday briefing. If you're asking for the precise trade balance sheet EU-UK, we will have to see whether Miriam can provide figures at a later stage. On your question related to Northern Ireland, can you be more specific? You are going to have a meeting on February about these issues, about the relations and how to act about the Northern Ireland. Yes, indeed. A joint committee meeting is going to be planned. I'll pass the floor to Ariana on the joint committee meeting. Hello, I hope you can see me and hear me. So indeed, I would refer you to the joint statement by Vice President Šefčovič and the UK Chancellor Gove of last week. I believe it was the 11th. In this joint statement that followed a meeting of the co-chairs of the joint committee, we have announced that there would be a joint committee meeting no later than on the 24th of February. There are a number of outstanding issues on the implementation of the protocol on Ireland and Northern Ireland that will be discussed within the joint committee. And in the statement, of course, we refer our commitment to the full implementation of the Good Friday Agreement and of the protocol. Thank you, Ariana. Are there other questions for us today on relations with the UK? That does not seem to be the case. I see that Lionel had a question on the vaccine passport. Lionel, tu as la parole. Non, tu m'entends pas. Si, si. Est-ce que tu m'entends? Absolument. Pardon. Oui, j'avais une question. Je sais qu'il y a le briefing technique, mais comme on fait de la télé, c'est toujours un peu compliqué. J'avais juste une question par rapport aux déclarations d'Ursula von der Leyen dans l'interview aux Échos ce matin, où elle déclare évidemment que le passeport vaccinal, le certificat vaccinal est un peu prématuré. Et en même temps, j'ai entendu aussi qu'il y avait des études techniques qui avaient commencé à la Commission. Je voudrais savoir ce qu'il en est sur ce passeport, ce certificat vaccinal. Merci. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Il y a des études techniques qui sont menées depuis un certain temps, effectivement, sur la dimension justement technique d'un certificat vaccinal qui puisse être utilisé à grande échelle et l'interopérabilité des différents systèmes, etc., etc. Et si je me souviens bien, nous faisons ça aussi en coopération avec l'OMS. Et de l'autre, il y a le débat politique sur en quelque sorte un titre et des droits associés à ce titre de vaccination ou ce certificat de vaccination qui pourrait être fait, donc les droits qui seraient attachés pour les citoyens au fait d'avoir un certificat de vaccination. Et là, nous avons toujours dit qu'il y a un certain nombre de dimensions dont il faudra que les États membres tiennent compte
dans le cadre de ce débat, notamment par rapport effectivement à la possibilité de l'ensemble des citoyens d'avoir eu accès à un vaccin, afin de ne pas créer des questions de discrimination entre ceux qui ont eu accès et ceux qui n'ont pas eu accès. Deuxièmement, des questions d'ordre technique que nous venons d'évoquer sur la manière dont on peut s'assurer que le système marche et aussi qu'il y a une reconnaissance réelle et sûre que la personne qui présente un document est effectivement la personne qui a été vaccinée, et ensuite sur les droits que cela doit ou ne doit pas ouvrir afin de ne pas créer de discrimination. Donc voilà le contexte du débat tel qu'il existe à l'heure actuelle. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet pour nous aujourd'hui? Le passeport. Mas. C'est sur Genève et l'Organisation mondiale du commerce qui a entériné hier la nomination du docteur Ngozi. Alors, je sais qu'il y a eu un tweet de la part de Madame van der Leyen qui considère que c'est une nomination est un moment historique, évidemment insistant sur le fait que d'abord c'est une femme qui occupe cette fonction et qu'elle est originaire de l'Afrique. Voilà. Mais lors de la conférence de presse qu'elle a donnée hier, Madame Ngozi a mis l'accent sur un certain nombre de priorités et elle a décliné un certain nombre de priorités en mettant l'accent aussi sur le fait qu'il fallait nécessairement relancer l'économie mondiale dans un contexte marqué par la crise du Covid-19. Et il y a d'autres points sur lesquels elle a insisté. Je voudrais savoir comment d'abord vous avez réagi par rapport à ces priorités et comment l'Union européenne envisage de collaborer avec la nouvelle directrice générale de l'OMC à partir des priorités qu'elle a définies. Voilà, merci beaucoup. Mas, merci beaucoup pour ta question. Nous allons y revenir, mais comme je l'ai dit lorsque j'ai repassé la parole, nous étions sur le sujet des certificats de vaccination, et donc je souhaiterais que nous terminions sur ce thème. Nous avons bien noté ta question et nous allons y revenir. Je crois avoir vu Athanasios. Athanasios, did you have a question on the issue of the vaccination certificates? No, it's something totally different. Okay, then in that case, we come back then to... on revient à ta question, Mas. Bonjour, donc on a justement un commentaire bref à cet égard. Donc bien évidemment, l'Union européenne se félicite de la décision des membres de l'OMC de ratifier Madame Ngozi Okonjo-Iweala en tant que prochaine directrice générale de l'organisation et première femme, première africaine à occuper ce poste. Ayant soutenu la candidature de la nouvelle directrice générale, Madame Okonjo-Iweala, depuis le début, l'Union européenne, bien évidemment, se réjouit à présent de travailler en étroite collaboration avec elle pour conduire la réforme indispensable de l'institution. L'OMC doit être remaniée avec des règles à jour, adaptées au monde d'aujourd'hui, axées sur les transformations durables et numériques de l'économie mondiale. L'Union européenne publiera un plan détaillé de réforme de l'OMC le 18 février et nous l'utiliserons comme base pour contacter les autres membres de l'OMC afin d'entamer cet important processus. C'est tout ce qu'on peut dire en ce moment. Merci beaucoup. Je repasse la parole maintenant à Athanasios. Go ahead, Athanasios, you have the floor. I'm sorry, I'm covered. That's why I did not raise my hand again. Okay. Thanks. Okay, thanks. Sorry for that. Any other questions for us today? That is not the case, so thank you very much, and we will see you tomorrow for the college readout.